Les Marquises, la terre des hommes. Berceau de légende gardé par des falaises abruptes. À Hivaoa, dans les vallées profondes, l'arbre à pain, uru ou mei, semble toucher le ciel et protéger les sites sacrés comme celui de Puamau. Un arbre patrimonial aux 1000 vertus. Félicienne Heita'a est académicienne et œuvre pour la préservation des savoirs traditionnels. Le mei, donc qui est le uru en tahitien, c'est quelque chose d'indispensable presque dans la nourriture marquisienne. Chaque famille avait son arbre. Et donc, dans mon village, il y a un arbre à pain dans chaque maison parce que l'arbre à pain, le mei, est essentiel. Non seulement pour la nourriture, mais on faisait beaucoup d'objets avec. Il y a des tikis qu'on creusait dans l'arbre à pain. Et on creusait aussi des pirogues dans le tronc d'arbre à pain. Voilà. Originaire de Nouvelle-Guinée, apparu il y a plus de 3500 ans, le uru, ou fruit de l'arbre à pain, a accompagné les ancêtres des Polynésiens lors de leur longue migration. Bouilli, cuit à l'étouffée ou au feu de bois, célébré par les légendes, il est à la base de la sécurité alimentaire. Au XVIIIe siècle, cet arbre généreux attire la convoitise des marchands européens du commerce triangulaire qui pratiquent la traite négrière. Le capitaine Bligh est alors envoyé à Tahiti avec la mission de rapporter sur la Bounty des plants de uru pour nourrir les esclaves des Antilles anglaises. La célèbre mutinerie, portée à l'écran par les studios hollywoodiens, restera dans l'histoire. Aux Marquises, on prépare le uru de plusieurs manières. La plus traditionnelle est celle du ma, une technique de conservation qui servira à préparer le popoy. Il faut savoir qu'autrefois, aux îles Marquises, quand il y avait la disette, on préparait le mât dans des grands silos. Ainsi, quand la nourriture manquait, les gens venaient chercher la préparation de mât pour le popoy. Et c'est un peu ça, la nourriture de base des tribus. J'ai grandi dans une famille, ma grand-mère, il ne fallait pas que le popoy manque à sa table. Quand elle voyait qu'il restait un petit peu dans son plat, dans son kipo, elle disait, bon, alors aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher le fruit à pain, il faut qu'on aille préparer le mât. Bon, en fait, le mât servait de ferment avec le fruit à pain frais, cuit tous les deux, pour donner un peu plus de goût. Une fois la pâte de fruits à pain souple, on met le fio. Le fio, c'est le mât qui a été préparé et cuit. Tomatu po ia umua tene ka ko tu mama ya ite oi tuki popoi po o ma ite tuki popoi ai po to hu akai ma hope ma tene ya ite oi tene hana tau hana pautu po ho ia o e me akai at popoi tene e pau wa ume wa kai mte ina ya tamata tene ha me hei tene e hei kai mte popoi te ru tene. C'est très bon. Il y a le mélange, le ferment, qui rend ce goût un peu plus acide. C'est comme ça nos grands-mères aiment bien le popoy acide comme ça. Accompagné avec du poisson cru. Waouh! Popoy uka, hein? Uka mita. Sur la presqu'île de Tahiti, à Teahupo'o, une vallée nourricière s'étend sur plusieurs hectares. Biologiste de carrière, Peva Levy y a édifié un véritable conservatoire pour sauvegarder les variétés polynésiennes de uru.
Je suis pratiquement autosuffisant. En fait, moi, ce que je voulais, c'est de transformer cette vallée en arboretum, hein. Surtout côté fruits. Hein. Je voulais avoir... j'ai pratiquement tous les fruits qu'on peut trouver à Tahiti. Voilà, je plante tout le temps. Et j'aime ça. Vehi est membre de l'association Bounty Tahiti. Passionnée par le ourou, elle travaille avec l'aide de PEVA à la mise en place d'un conservatoire virtuel qui recensera les variétés polynésiennes. Pour moi, ce fruit, cette variété, le taratara, ça fait partie des variétés des ourous allongés. Donc le paya, le aata, le aravei. Oui. Et celui-là, la particularité de ce fruit, c'est qu'il a comme des petites épines. Hein, J'ai constaté que le ourou, il est en train de disparaître. Avant, c'était un sacrilège de couper un arbre de ourou, un pied de ourou qui était bien grand. Il ne fallait pas le couper. Alors, il est arrivé avec les Polynésiens. Hein. Les Polynésiens, pendant la migration, on va dire ils ont été un peu généticiens sur les bords, hein, parce que bon, ils sont peut-être partis avec une variété. Et au fil des temps, eh ben, ils ont réussi à faire plusieurs variétés, en l'occurrence 34, puisqu'il y a une étude qui a été faite en 1920 par Wilder. En fait, le Polynésien a gardé les variétés qu'il produisait souvent, quelques huero, le ati-ati, le harare, et à côté de ça, ils ont gardé le puero, qui est un très bon ourou, hein, qui fait partie des tops, le puero, le rare. Maintenant, je suis à 28 variétés, mais il y a une variété vraiment qui me tient à cœur, que je n'arrive pas à retrouver, c'est la piri-ati. Tu as le fruit, et dessus, tu as un petit qui est collé. Et ça, je pense que ça a disparu, parce que j'ai fait tous les archipels, j'ai regardé partout, je n'ai pas trouvé. Et maintenant, il faut que je fasse la multiplication de ces arbres. Je veux avoir au moins 4 arbres de la même espèce, de la même variété. Et c'est pour essayer de relancer un peu la culture du ourou. Parce qu'on pense qu'on a plein de ourous, c'est vrai. Mais après, on a toujours les mêmes variétés. C'est bien qu'on les ait toutes. Ça fait partie du patrimoine. Il ne faut pas oublier que le Polynésien a vécu pendant des siècles sur le ourou. Et c'était vraiment un mets essentiel. Hein. Il y a les 2 pics de production, bien sûr, qui sont en mars, normalement mars et septembre, où là, il y a une grosse production de ourou. Le ourou, c'est un arbre qu'on devrait protéger. On n'a pas de plantation. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Ça pousse vite. En 4-5 ans, tu peux avoir des fruits. On a 34 variétés, il faut les retrouver et les replanter. C'est pas la peine de faire venir d'autres variétés. À quoi ça sert? C'est ça qu'il faut valoriser, nos variétés à nous. Lorsque l'on voit que des organisations arrivent à relever le défi de sortir des communautés de la famine et que nous, on est encore en train d'importer des produits de base alors que ça pousse dans notre jardin, je pense qu'on passe vraiment à côté de quelque chose, quoi. Et c'est vraiment le berceau, c'est ici. Il faut vraiment qu'on se réapproprie cette richesse et qu'on en fasse quelque chose de durable. C'est vrai que les ourous ont des goûts différents. Tu vas manger un puero qui est arrivé bien à la maturité, que tu as laissé au moins un jour, 2 jours avant de le cuire. Il va avoir une saveur incroyable, ça devient presque, je sais pas, un gâteau, quoi. C'est vrai qu'il y a des goûts de noisettes. Après, tu as d'autres ourous qui ont un autre goût différent. C'est vraiment le côté, on mange le fruit de la terre, quoi. Et maintenant, on va le couper. Hop là, et voilà. Quand je vois tout ça, je dis, c'est moi qui ai planté tout ça. Je les ai tous plantés, c'est fou. Des fois, tu discutes avec des gens, ouais, un arbre, des fois, c'est long, ça met 10 ans, c'est pas la peine de planter, ça met 10 ans. Je dis, 10 ans, c'est demain. 10 ans, tu n'en vois pas le temps passer, ça passe tellement vite que tu es étonné parce que tu as déjà les premiers fruits. Tu cueilles le fruit que tu as planté, quoi. Ça, on dirait que c'est un autre goût, c'est meilleur, mais bon. À Pirée, Reymana Moran, jeune entrepreneur, élabore un projet ambitieux pour valoriser le ourou. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné par l'histoire de la Bounty et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à ce fruit fabuleux qui est le ourou et son potentiel économique gigantesque.
Je pense que le plus hallucinant avec le ourou, c'est de se dire on vit dans un pays où il suffit de cueillir un fruit sur un arbre, de le laisser dans le feu pendant 45 minutes et on arrive avec de quoi nourrir une famille de 4 personnes, quoi. Le ourou a été identifié par la FAO comme une des 5 plantes qui nourriront le monde de demain. Et il y a aujourd'hui des programmes de plantation de ourou dans plus de 40 pays dans le monde entier. Et je me dis quelque part, le ourou, ça vient de chez nous. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le lead sur ce thème-là. Aujourd'hui, les Hawaïens, les Fidjiens, les Samoa, ils sont bien plus avancés que la Polynésie sur la plantation de ourou, l'exploitation, la recherche, l'expérimentation sur le ourou. Ça ici, faut pas que je me tranche le doigt, n'est-ce pas? Le ourou, une fois qu'il est mûr, il se conserve 1 à 2 jours et il faut le transformer dans ce laps de temps, sinon il va commencer à s'abîmer. D'après les statistiques, 80% de la production est perdue. On ne peut pas, alors quand c'est la saison, on a 5 ourous par jour, donc tu vas peut-être en manger 1. Tu ne peux pas consommer la totalité du ourou. Je cherche à éviter ce gaspillage. L'idée, c'est que je mets à disposition d'un réseau de petits producteurs partenaires les moyens techniques et matériels pour qu'ils puissent réaliser les premières étapes de la transformation directement chez eux. Et en l'occurrence, en utilisant un séchoir solaire. Je rachète ensuite leur production semi-transformée que j'élabore en farine de ourou. Et tu vois qu'il a déjà une belle couleur. Ouais, il a déjà une belle couleur, ouais. Voilà. Ça, c'est parce qu'il sèche assez rapidement. Ouais. Il faut qu'il sèche en moins de 24 heures. Moins de 24 heures, d'accord. La farine obtenue, c'est une farine sans gluten, à la grande valeur nutritionnelle, riche en fibres et à l'indice glycémique faible. Dans un premier temps, on commercialise la farine auprès de particuliers qui souhaitent consommer responsable. Dans un deuxième temps, on voudrait approcher avec les volumes suffisants les transformateurs alimentaires, les boulangeries, les pâtisseries, les brasseries. Le vrai potentiel du ourou, pour moi, il est à l'export. Et le marché du sans gluten aux États-Unis, c'était 8 milliards de dollars en 2020. Les importations de farine de blé en Polynésie ont représenté 61 kilos par habitant. Donc s'il y a une partie de cette consommation qu'on pouvait transformer pour le ourou, ça ferait du bien à la santé des gens, ça ferait du bien à la planète et ça ferait du bien à l'économie du Fénoul. L'idée du projet aussi, c'est faire prendre conscience aux Polynésiens que c'est une vraie richesse. C'est un trésor qu'on a dans le jardin et qui a une réelle valeur au niveau local mais aussi à l'international et que ça peut être une réelle source de revenus pour les familles polynésiennes. À Papara, le centre de recherche et d'innovation de la direction de l'agriculture met sa halle pilote au service des porteurs de projets. Reimana Moran est venue tester des frites de ourou et une recette de pâtes fraîches à la farine de ourou. Bonjour, tu vas bien? Vas-y, pose-les là. Thank you. On va en mettre 4 dans l'éplucheuse. 2, 3, Voilà, 4. 4. Hop, du coup on ferme. Voilà, tu coupes, tu retires les morceaux qui restent. Tout type de personnes peuvent venir nous voir, aussi bien les particuliers que les industriels. Nous, notre mission principale, au fait, c'est d'assurer un suivi technique par rapport à leurs projets, à leurs demandes. Donc, on va intervenir, par exemple, au niveau du process de transformation, les conseiller, aussi bien au niveau des équipements ou des analyses, par exemple des analyses bactériologiques, physico-chimiques. En fait, ça dépend vraiment de leur demande. On essaye de répondre au mieux, d'être présent, au fait, pour pouvoir mettre en place ce projet au mieux. Donc voilà la farine de ourou dont je te parlais. Yes. Voilà, comme tu peux voir, elle est assez fine. On est à 0,2 mm. Ça s'utilise exactement dans les mêmes proportions que de la farine de blé, par exemple? Elle est sans gluten, donc elle sera beaucoup moins élastique, beaucoup moins légère. Donc du coup, il va falloir quand même l'adapter. Tu vas voir, parce que si tu mets trop d'eau, ça devient collant. Et si tu mets trop de farine, elle est friable. Donc il faut vraiment jouer entre les deux pour obtenir une pâte ni collante, ni trop friable. Les gens se tournent de plus en plus sur les produits locaux et nous sollicitent énormément. Donc en ce moment, beaucoup sur les produits vivriers, donc tout ce qui sera ourou, manioc, patates douces.
C'est vrai que le ourou, c'est un produit que l'on peut utiliser sous forme de farine. Et à partir de farine, tu peux faire énormément de choses, aussi bien du sucré que du salé. Donc c'est un produit intéressant à travailler. Je vais goûter le macaroni. On retrouve le goût du roux, légèrement. Ah, complètement. Tu aimes bien ? C'est une pâte, mais avec un goût de ourou. On retrouve la texture d'une pâte. Après, il faut quand même l'assaisonner pour donner un peu plus de goût. Mais on pas trop retrouve, quand même, ce serait dommage. Excellent. Parfait. Félicitations. Merci à toi. Pour garantir la sécurité alimentaire du Fénois et remplacer les denrées importées, la direction de l'agriculture mise sur la culture in vitro de variétés locales. Ici, on est précisément dans la chambre de culture in vitro où on multiplie ce qui est plants de ourou. Actuellement, dans la chambre, on travaille que sur 2 variétés, à savoir le raré et le hueroninamu. Mais par la suite, on compte initier d'autres variétés comme le puero. On a choisi ces variétés pour leur qualité gustative. Généralement, le huero, c'est ce qui plaît à la population. Il y a certaines variétés de ourou qui ont des graines. Du coup, on peut partir de la graine. Mais généralement, le plus simple, c'est de partir par les bourgeons racinaires. Suite à la demande de nombreux partenaires, une filière ourou s'est ouverte et nous sommes là pour répondre justement à ce besoin. On va regarder plusieurs choses sur le plant, donc sa taille, si elle a bien grandi, elle a bien poussé, mais également son enracinement. Donc une plante, elle a vraiment besoin d'avoir de bonnes racines pour ensuite se développer en sol, en terre. La technicienne introduit le tissu végétal dans de la gélose contenant un milieu nutritif avant de procéder à la multiplication des plants. L'opération est délicate, mais avec un seul plant mère, on peut produire jusqu'à 1000 plants indemnes de maladies avant de les transférer au sevrage dans la serre qui jouxte le laboratoire. On va préparer le substrat. Alors la phase de sevrage, elle consiste en un changement de climat et de conditions de culture. Elle va durer environ 2 mois. Donc on est sur des plants qui sortent de labo, qui ont vécu avec de la lumière artificielle et une température qui est réglée et régulée. Et on va essayer de les sortir et de les adapter à notre climat pour pouvoir les planter en pleine terre. Beaucoup de personnes commencent à s'orienter vers l'agriculture et beaucoup une agriculture de subsistance. Cette agriculture-là dont fait partie le ourou. Donc c'est de pouvoir se nourrir au fait, au cas où il y aurait un souci au niveau des approvisionnements. Proposer des produits 100% locaux, c'est le défi que s'est lancé Hotia Prokop en créant son entreprise de transformation. On commence alors par ce premier bac-là. Là, ce sont les mafala qu'on va emmener en priorité pour les chips. Et après, le reste va passer dans le déshydrateur pour la farine de ourou. D'accord ? J'ai plutôt fait des études dans le domaine économique et politique environnementale, développement durable. Et petit à petit, je suis arrivée sur justement les problématiques de la santé liées à l'alimentation. Et au cours d'un voyage, on est tombé en fait sur de beaux produits, des fruits secs et tout, qui étaient des fruits tropicaux, qu'on a commencé à commercialiser ici à Tahiti. Ça marchait super bien et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bizarre parce que tu commercialises des fruits qui pourraient être fabriqués ici. Et pourquoi pas travailler au contraire sur de la vraie production locale avec des produits locaux, exclusivement. Et nous voilà, aujourd'hui l'entreprise a 4 ans cette année. Bon, là en termes de gamme de produits, on va dire on a 3 gammes. On a les chips, on a les confitures et on a la gamme sèche. Dans la gamme sèche, tu vas retrouver tout ce qui est épices, la collection de fruits secs et les fameuses farines, dont la farine de ourou. On réceptionne la matière première, on travaille avec des particuliers ou des agriculteurs qui nous emmènent
leur ourou. On a différentes variétés de ourou. Hein. On a celui qui est moins connu, le mafala, qu'on utilise pour les chips. Et après, on prend le puero, le huero, pour faire de la farine de ourou. Bon, ça, c'est sûr, c'est l'utopie royale. Hein. C'est vraiment l'aboutissement, c'est d'avoir toute la chaîne, de produire les fruits, de les transformer et d'aboutir à l'autonomie alimentaire. Mais on sait très bien que cette utopie-là, elle est déjà dans les réflexions, elle est déjà dans les bacs même des politiciens depuis un certain nombre d'années. C'est vraiment quelque chose, c'est un gros travail que plusieurs secteurs d'activité doivent se rassembler et travailler ensemble pour tendre vers l'autonomie alimentaire. Mais c'est sûr que participer, se dire que tu participes à cette idée-là, c'est chouette. C'est carrément de la pédagogie aussi qu'on est en train de faire parce que, ok, c'est bien, on va dire c'est à la mode, c'est tendance de consommer local et tout, mais quand tu parles de prix, tout de suite, il y a en mode frein. Et là, il faut vraiment expliquer voilà, tout le travail qu'il y a derrière. On a été aveuglés par des prix qui ne sont pas forcément voilà, la réalité, parce que quand tu importes tout de l'extérieur, ben, y en a, ils ont des exonérations de taxes, il y a les économies d'échelle qui peuvent être faites dans peu importe quel pays, chose que nous ici, ben, on ne peut pas parce qu'on ne fait pas de volume, on n'est pas encore à ce stade-là. Et ben, les agriculteurs, tu ne vas pas leur payer 3 sous pour tout le travail qu'ils ont fourni, et ils sont là, ils te proposent des bonnes choses, ils essayent de faire sans pesticides, ils essayent vraiment de... Voilà, donc il y a vraiment toute une chaîne qui est mise en place et bien sûr le consommateur final, il faut qu'il soit informé pour qu'il l'achète vraiment en connaissance de cause. Au lycée hôtelier de Tahiti, les jeunes rêvent de devenir chefs et de représenter la Polynésie à l'étranger. C'est bien garçon, très très bien. Pour l'exercice du jour, Manaté anime sa brigade afin de réaliser une adaptation du traditionnel Uru Punu Puatro sur le thème de la transmission. Une transmission portée par des professeurs comme Nicolas Sanquer sur la redécouverte et la valorisation des produits locaux. Ici, là, nous, et tu as été le cueillir tout fraîchement, ce sont les jeunes pousses des feuilles de Uru. Donc nous, on va les utiliser pour faire un bouillon que l'on va gélifier. Le Uru, c'est comme un produit marqueur en Polynésie, c'est pas un produit oublié. Il pousse vraiment dans nos cours. Pour être vrai, ce sont des produits qu'on délaisse, hein, des fruits, des légumes locaux que l'on a l'habitude maintenant d'entendre. Vous voyez ce bruit-là? Doum, doum, les mangues qui tombent par terre, le Uru qui tombe par terre parce qu'on va plus à la cueillette. Il y a beaucoup d'Uru qui finissent par terre. C'est dommage. C'est difficile, hein? C'est pas facile à faire la marche en arrière. Hein? Là, on a été habitué, pommes de terre, riz, pâtes. Refaire le marche arrière, c'est compliqué. Et la technique en cuisine peut nous permettre justement ce petit flashback, de mettre en avant le produit et d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Et ça, on est dans la transmission. Une fois que tu as ça, tu aimes la rouler une fois, une deuxième fois. Bon, dans notre raisonnement en cuisine, il faut la base. On est parti donc sur un pain brioché au Uru. Il nous faut aussi des garnitures d'accompagnement. C'est pour ça qu'on est parti sur une ballotine avec une purée et puis encore du cornet de bif à l'intérieur. Qu'on a essayé de monter en level sur l'assiette. On l'a flambé avec du rhum. Et aussi, on a cherché à mettre un condiment. Un condiment pour amener du peps. Ça a été le caramel de Uru avec un peu gingembré et des herbes aromatiques. Et il faut aussi apporter une petite sauce. Ça a été le bouillon normalement gélifié. Et on a terminé avec ce que vous avez vu, un petit pochoir pour nous rappeler le côté culturel, avec les motifs un peu tribal. C'est important pour le gamin qui puisse se resituer. Voilà comment on monte un peu l'assiette. C'est bien mon garçon. Il y a un sens de dégustation, il y a un voyage. On part sur du salé d'abord et après retomber sur du sucré. On est vraiment sur l'acidité, le salé, le sucré, l'amertume, le croustillant de la chips, le moelleux de la brioche, le sucré du caramel, aussi l'amertume, le goût des oignons et du potolo.
la purée. Est-ce qu'on sent le ourou dedans? Ouais. On est obligé de manger l'oignon avec un peu de pâte hein, pour rappeler le côté ourou kunu quattro. Est-ce que ça avait un nom pour cette assiette maintenant qu'on l'a goûté? Et hachuru. Là, et hachuru, qu'est-ce que ça veut dire? C'est alors comment ça va? Comment ça se passe? Et hachuru, entre ce que nous on faisait à l'époque, votre vision du ourou kunu quattro, moi je suis très content de votre travail. D'accord? J'espère que vous êtes contents aussi, hein, parce que le but c'est qu'à la fin, dans cette assiette, vous comme moi, eh ben, on se retrouve comme des enfants en face de notre plat traditionnel, le ourou kunu quattro.